Ça y est, ton instinct de père se réveille, c'est bien, hein, mais tu bosses comme un dingue. T'as ton business ou tu bosses pour un patron, mais t'as des ambitions et tu te demandes est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper du gamin? Ou est-ce que ça va complètement détruire mon rythme? Ça va détruire mes performances et je vais déprimer, je vais pas réussir à gagner de l'argent. En fait, ça va être le bordel. Je suis complètement dans ce cas de figure. Je suis accro au travail depuis 15 ans. Je bosse énormément tous les jours, le week-end, tout le temps. Tu vois, j'ai une addiction profonde et j'avais peur qu'avoir un enfant perturbe mon travail. J'avais peur de plein de choses en vrai. Et là, je viens d'en avoir un. Il y a 3 semaines, j'ai eu un fils, je suis super fier. Je pensais que j'arriverais à résister, à pas faire comme les autres créateurs et montrer mon gamin sur les réseaux sociaux, l'exposer comme ça. Je trouvais ça un petit peu pas terrible, mais c'est impossible de résister. Voici les photos, ça c'est à la naissance, ça c'est quand il prend son bain avec maman. Ah, il est beau, il a l'air gentil, ça se voit, tu sais, dans le regard. Bref, non, je te montrerai pas mon fils. Je veux dire, il y a rien de pire qu'un mec qui te montre les photos de son gamin comme si ça allait t'intéresser. Tu t'en fous, c'est pas le tien. Non, moi je vais te partager mon expérience comme ça, tu peux dire ah, ça va se passer comme ça, la grossesse, la naissance et les quelques semaines du début. Après, je peux pas te dire, je l'ai pas encore vécu. Tu sais quoi, je vais même commencer avant la grossesse. Le choix de la mère, je pense que c'est le truc le plus important. T'as un risque en tant que père, il y a un truc où tu peux vraiment te foirer, c'est choisir une mauvaise maman. Si la maman, elle est pas généreuse, elle est pas gentille, ça va être compliqué. Dis-toi, c'est elle qui fait le boulot. C'est elle qui s'occupe de l'enfant. En tout cas, quand elle est en bas âge, c'est elle qui fait 95% du boulot. Si elle est pas gentille, si elle est pas généreuse, ton enfant est dans une très très mauvaise situation. Donc tu dois choisir une bonne mère. Il y a des outils, il y a des techniques, tu vois, pour détecter. Genre, regarde comment elle s'occupe de ses animaux de compagnie. Si elle en a pas, tu lui en offres un. Moi, par exemple, elle s'occupait super bien du chat, mais truc de fou, elle pourrait tuer pour son chat, tu vois. Vraiment. Je me suis dit, si elle s'occupe comme ça de son chat, c'est pas pour négliger son gamin. Et je pourrais presque arrêter là, tu vois, de te dire, c'est bon, t'as trouvé une nana qui est gentille et généreuse et qui a l'instinct maternel. Et si en plus de ça, t'es un homme responsable qui provide pour sa famille, bon, bah, ton enfant, avec de l'argent et une gentille maman, il est déjà dans une meilleure position que 90% du reste de l'humanité. C'est déjà bien. Et le seul risque qui reste, c'est que toi et la mère, vous vous sépariez. C'est pas bon. Évidemment, l'enfant, il a besoin d'une famille traditionnelle, papa, maman, qui vivent ensemble à la maison autour de lui pour se développer dans le meilleur environnement possible. Mais même si vous vous séparez, que la maman est gentille et que papa paye, ça va. Vraiment, ça va. Et je suis obligé d'en parler, il y a tellement de séparations dans la société moderne que tu peux pas ignorer ce facteur. Et dans les commentaires, il y en a peut-être qui vont dire « Oui, moi jamais je me séparais avec ma nana, c'est comme ça pour la... » Ouais, mais c'est pas toi qui choisis. C'est peut-être elle qui en a marre et qui va vouloir se barrer. Tu vas faire quoi? Tu vas la retenir, quitte à la rendre malheureuse. Une maman malheureuse, ça fait pas bien le boulot, hein. Tu préfères une maman heureuse qui est toute seule avec l'enfant et bien sûr un accès à l'enfant. Il faut qu'elle se mette pas entre toi et le gosse, que tu puisses toujours le voir quand tu es en vie. Bon, tu préfères une mère heureuse qui est séparée de toi plutôt qu'une mère que tu forces à rester avec toi et qui est malheureuse. Je te le dis, hein. Pour l'enfant, en tout cas, c'est mieux. Donc bref, tu choisis une femme gentille, généreuse et heureuse et tu t'assures qu'elle soit heureuse tout le reste de sa vie. Vraiment, tu as besoin que la maman de ton enfant soit heureuse pour toute la vie parce que ton gosse ne peut pas encaisser d'avoir une mère dépressive. Il peut pas encaisser d'avoir une mère malheureuse maintenant et quand il aura 40 ans. Pour n'importe qui, tu vois ta maman pleurer, c'est un désastre pour n'importe quelle personne au monde. Et donc tu devras faire en sorte, même si t'es plus avec elle, qu'elle soit heureuse. Tu devras t'occuper de ses émotions un petit peu. Donc de base, prends une nana qui est facilement heureuse, ok? Ensuite, la grossesse. Là, c'est un peu un coup de chance. Il y a des nanas qui sont malades, qui le vivent très mal. La mienne, ça s'est très bien passé. Elle s'est jamais plainte, elle avait pas de douleur. Elle allait faire des balades en montagne 1 semaine avant l'accouchement. Elle va à la gym, elle fait des squats. Alors que elle est skinny, tu vois, c'est pas muscleur, hein, ma meuf. Elle fait 50 kilos, normalement, tu vois, son poids, c'est 50 kilos. Voilà. Donc, elle fait des squats, elle voulait que je la spotte. Tu vois, je la spotte souvent, mais là, je la spotte, pareil, 2 semaines avant l'accouchement, elle voulait encore que je la spotte. J'étais là, mais arrête, tu vois, on va se faire virer de la salle. Les gens s'inquiétaient. Le directeur de la salle est venu me dire, le ventre est gros quand même, tu sais, genre, elle va accoucher ici ou, faites gaffe, je te jure, c'était inquiétant. Mais elle a eu un coup de chance, moi aussi du coup. C'est pas toutes les femmes qui sont en aussi bonne santé, aussi énergétiques pendant la grossesse. Et dans tous les cas, elle préparait la naissance. C'est un boulot à plein temps. Soit elle était sur des cours, donc elle s'éduquait pour comprendre comment fonctionne un enfant en bas âge, quoi faire, quoi pas faire, etc. Elle s'entraînait, elle faisait des exercices spécifiques de préparation pour donner naissance.
Elle avait une équipe autour d'elle, parce que j'ai trouvé une équipe. En fait, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est elle qui a trouvé son équipe. Moi, je paye, mais c'est toute une organisation en fait, parce qu'elle a pas accouché à l'hôpital. Elle a fait une naissance à la maison avec des sages-femmes et une petite piscine à côté du lit, mais elle a dû apprendre des trucs. Tu vois, elle a appris de l'auto-hypnose pour remplacer l'anesthésie. Je crois que ça s'appelle une péridurale qu'ils te font à l'hôpital, et tout un tas de pratiques quasi ésotériques que les nanas adorent, des trucs de visualisation. Elle se faisait peindre en body painting le bébé sur son ventre, elle allait super loin. Et pour ça, il faut qu'elle ait du temps. Donc, elle ne travaille pas, qu'elle fasse rien d'autre. Donc, c'est qui bosse? C'est toi qui bosses, évidemment. Si t'es comme moi, que t'es accro au travail, c'est quand même pour te payer le luxe d'avoir une partenaire qui n'a pas à travailler, donc qui ne subit pas le stress qui est lié au travail. C'est stressant de bosser. Et une nana qui est relaxée, elle sera plus joyeuse, elle va te donner de l'énergie, elle va rayonner, elle va t'encourager, et tu vas pouvoir continuer à bosser avec un soutien moral. Autre chose, pendant la grossesse, les femmes sont particulièrement jalouses. Même celles qui de base ne le sont pas, là elles le deviennent. Ah, il y a un truc, c'est hormonal, cherche pas. Même celle qui te promet jamais je ne t'ennuierai là-dessus, tu es libre, fais ce que tu veux. Moi, c'était un peu ça. Non. À la seconde où elle est enceinte, là, c'est très très compliqué. Toute autre femelle autour de toi est perçue comme une ennemie et doit être détruite. Vraiment. Donc, faut le prendre en compte, éviter la provocation. Une femme enceinte, ça peut être méchant, méfie-toi. Si tout va bien, vous vivez encore ensemble au moment de la naissance du petit, si t'arrives jusqu'à là, bravo, c'est bien. Et il se passe un truc au moment où, pour la première fois, tu vois ton enfant. Au moment où il sort de ta femme et que tu vois ce truc bouger avec des toutes petites mains, mais c'est hallucinant. Les doigts sont bien définis. Tu sens que c'est de la mécanique de haute précision. Pareil pour les pieds, les orteils, tout est là. Waouh! Il y a chaque petit orteil, tu vois, bien précis. Il y a des ongles et tout. Il a des oreilles, un nez, une bouche. Tout est précis, tout est là. Et c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est juteux. C'est plein de sang, de liquide bizarre. C'est un peu mais en fait, c'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que au moment où tu vois ça, t'es pas du tout dégoûté. T'es tellement rempli d'amour. T'es tellement hypnotisé par la beauté de cet être et par ton sentiment positif. Tu veux le protéger, tu veux l'aimer, tu veux l'embrasser, et ça sent bon. Je pensais, tu vois, que une femme, elle saigne à l'accouchement. Je pensais que ça puait. Pas du tout. Ça sent comme un gâteau. Il y a une odeur de pâtisserie dans la chambre. Je te jure. Le petit, là, qui sort de son placenta ou de son machin, là, de sa bulle, il sent bon. Il sent le gâteau. Voilà, qui sort du four. C'est vraiment dingue, tu vois. Et donc, tu vois ce petit truc plein de sang qui sent bon comme un gâteau qui sort du four. Tu le regardes. Et vieux, c'est l'hypnose, quoi. Tu peux pas regarder ailleurs. T'es comme un con. Tu souris comme un idiot, tu regardes ce truc, et pour les semaines qui suivent, dès que t'entres dans la pièce, tu ne regardes que l'enfant. Tu peux rien voir d'autre. Ah, moi, ça me fait ça, quoi. Et à cette seconde, le moment où tu vois ton enfant pour la première fois, alors je peux pas parler pour les autres parents, je sais pas, mais moi, il y a eu un changement, et je pensais pas. Je pensais qu'il y avait un changement hormonal pour la femme. Elle passe par la grossesse, puis après, elle donne naissance à l'enfant qui est une part d'elle-même. Je me disais, OK, il y a une connexion, il y a un changement hormonal, il y a un mécanisme chimique qui se passe. Mais le père, il est en dehors de tout ça, tu vois, il fait sa life. Non, j'ai été surpris. Au moment où l'enfant est sorti, boum, je suis assez en connexion avec moi-même pour sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et je te le dis, il y a eu un changement. Et je pense qu'il y a eu un changement hormonal. C'est pas juste psychologique, genre j'ai vu l'enfant, je me suis dit je vais faire ça, je prends Non, j'ai pas pris des décisions. J'ai eu une transformation qui s'est imposée à moi. J'ai pas choisi. Et transformation, je vais te les donner très clairement. Premièrement, réduction de risque, c'est-à-dire des décisions plus conscientes. Je te jure, avoir un enfant a une influence sur tes prises de décision. Tu fais moins de conneries. Tu pars moins dans des délires inconscients à te dire les couilles frère. Non. T'es responsable. Là, ça y est. Ta femme, c'est pas ton gosse, tu vois. C'est toi qui provide, ok. C'est toi qui amène des ressources, c'est toi qui paye. Oui, non, mais c'est une chose de payer le resto et l'appart, oui. C'est autre chose d'être responsable de la vie d'un être. Et je le rappelle, de cet être qui te fascine au point que tu peux pas regarder ailleurs. Et ça n'est pas une fascination ambiguë comme quand tu regardes une jolie fille et que t'as du désir. C'est pas du désir. C'est pur. C'est de l'amour inconditionnel. Tu demandes rien à ce petit être. Il sait même pas que t'es là. Il peut même pas voir. Il gigote vite fait comme ça. Il va rien te donner. Non, c'est toi qui donnes. Et tu veux tout donner. En parallèle, il y a un second switch qui, lui, est un peu paradoxal. C'est ta capacité à la violence augmente. C'est paradoxal, pourquoi? Parce que je viens de te dire, tu prends moins de risques. Tu deviens plus réfléchi. Et pourtant, la violence, c'est risqué. Oui, mais en fait, si tu comprends un peu le mécanisme de violence, qu'est-ce que c'est? C'est la moindre peur.
Lorsqu'on est violent, généralement, à moins d'être fou, tu vois, à moins d'être un psychopathe, les gens qui font preuve de violence, ils font ça parce qu'ils ont peur d'une violence plus grande encore. À la guerre, si les soldats avancent vers l'ennemi, c'est qu'ils savent que en allant sur la ligne de front, en avançant, ils ont une chance sur deux de s'en tirer s'ils arrivent à tuer l'ennemi et revenir vivants. Tu vois, ils peuvent s'en sortir. Mais s'ils font demi-tour vers leur propre camp en désertant, là, ils savent avec certitude 100% de chances qu'ils se feront fusiller pour trahison. Et c'est pour ça que les mecs avancent à la guerre. C'est parce qu'ils ont moins peur de l'ennemi que de leur propre sergent. Bah, en gros, c'est le même mécanisme dans la vie. Si t'as quelqu'un qui débarque chez toi pour mettre en danger la vie de ton enfant, t'as moins peur d'ouvrir le feu sur la personne, ou plutôt sur l'assaillant, sur l'intrus qui vient violer le sanctuaire de ta maison, l'ennemi. Quand t'ouvres le feu dessus, t'as forcément peur que cette violence se retourne contre toi-même. C'est très très violent, tu vois, d'ouvrir le feu sur quelqu'un ou d'attaquer quelqu'un avec une arme tranchante ou contendante. C'est extrêmement violent. La plupart d'entre nous, je m'inclus dedans, n'en sont pas capables. C'est extrêmement traumatique. Oui, mais ça fait encore plus peur de s'imaginer que quelqu'un fasse du mal à ton enfant. Et du coup, terrorisé par ce qui pourrait arriver à ton enfant, t'en viens à pouvoir abattre un cambrioleur parce qu'au final, tu réfléchis même pas. Ça fait moins peur. Et c'est pas pareil, encore une fois, que de protéger ta femme. Tu marches dans la rue avec ta partenaire. Bien sûr, t'es un homme, tu veux la protéger. Ouais, dans une certaine limite. Il y a un moment ou un autre, si vraiment c'est elle qui a fait de la merde, ça va mettre ta vie en danger, tu vas hésiter. Il y a un peu ce truc de je peux retrouver une autre femme, tu vois. Ton gosse, alors, tu le sens immédiatement. Ton gosse, il y a pas de oui, c'est dangereux. Non, il y a rien. Il y a rien qui t'a crevé. Tu le sens. Tu le sens que même si ça va très mal se passer pour toi, même si t'es sûr de crever, mais que ça met un peu en sécurité, tu y vas. Franchement, tu y vas. Donc tu vois le paradoxe. Des prises de décision plus conscientes, moins risquées, tout en ayant plus d'aptitude à la violence. Et le troisième point, c'est plus de motivation. Ok ? Je suis déjà un mec motivé. Mais comme tout le monde, j'ai des moments de fatigue, des moments de doute, des moments de je sais pas quoi. Et il suffit que j'aille voir mon fils, je le regarde et je suis là, c'est comme une baffe, c'est comme boire un café, prendre une douche froide, n'importe quoi, mais plus intense. Tu vois ton enfant, tu sais pourquoi tu travailles. C'est plus abstrait. C'est plus des chiffres, des machins, de l'ambition, de la notoriété, du statut social. Ah, c'est rien, ça. Ton enfant. Parce que ton argent veut dire de la protection, de la liberté, de la joie pour sa mère. Ça veut dire que ton enfant va avoir plus d'opportunités dans la vie. C'est tellement concret, factuel. Tu le touches, tu vois, physiquement, t'es là avec le petit dans les bras. Tu le vois. Et du coup, tu retournes bosser avec encore plus de force, encore plus d'agressivité. Donc, j'en reviens à la question du début, celle que tout homme se pose avant de faire des enfants, c'est est-ce que ça va pas perturber ma vie? Est-ce que je vais pas me retrouver dans une situation où je peux pas m'occuper de lui? Ça va. Je te le dis, la prise de risque, c'est de choisir une mauvaise maman. Si tu fais ça, ah ouais, tu t'es foiré, mec. Mais si t'as choisi une bonne maman, il te reste quoi à faire? Il te reste à faire le minimum, c'est-à-dire faire un peu de fric pour que la maman n'ait pas besoin de travailler, pour que le petit ait à manger. C'est le minimum. Même si toi, tu dois dormir sur le sofa, vivre avec des conditions de précarité dégueulasses, toujours les mêmes fringues, c'est pas grave, ok? T'as pas besoin de confort. Ton confort, c'est une maman heureuse. C'est tout. Ton confort, c'est un enfant qui mange. Et évidemment, tu vas pas tolérer de vivre comme de la merde. Donc, une fois que t'as mis bien la maman et l'enfant, bah, tu vas commencer à t'occuper de toi. Et pour ça, bien sûr, tu vas faire de l'argent. Ça va te motiver à en faire plus. Crois pas que tu resteras le même. Avec plus de motivation, plus d'agressivité, des buts très concrets et très positifs, tu vas forcément plus travailler. Et tu sais quoi? Qui que tu sois, tu ne travailles pas assez bien, tu ne travailles pas assez. Et c'est vrai pour moi aussi, j'ai pas tellement des problèmes de quantité de travail, mais sur la qualité de mes choix, franchement, je peux m'améliorer. Et avec l'aide de mon fils et de la motivation qu'il m'offre, j'espère prendre des décisions de plus en plus conscientes. Et regardez, alors là c'est très sérieux, observez ce que j'ai fait depuis les 9 derniers mois. Je veux dire, il y en a plein, vous me connaissez, ça fait 10 ans. J'ai changé combien de fois de business et j'ai fait combien de fois des business mais complètement pétés. En mode, pourquoi il fait ça? Parce que ça me faisait marrer, parce que j'étais curieux. Ça n'était pas des choix réfléchis, ça n'était pas des choix conscients. Mais là, depuis 9 mois, je fais quoi? Depuis 9 mois, je développe une plateforme Bonsaï qui est franchement au top. Enfin, je sais pas, vous avez suivi un peu l'évolution. On a 20 nouveaux créateurs par jour. La plateforme, il y a aucun bug. On fait l'encaissement nous-mêmes. On a fait une solution tout en un qui aide tous les créateurs. C'est pas juste pour faire la pub du truc, mais vous avez vu ce que j'ai bâti? Non, mais vous connaissez beaucoup de mecs qui ont développé une tech de ce niveau-là qui est à ce point adaptée au marché et qui est à ce point connectée avec mes expériences.
Je veux dire, je suis exactement dans mon domaine d'expertise. Ça fait 10 ans que je suis créateur. Je connais le game. Je connais vraiment le game. Et d'ailleurs, je suis tellement aligné avec ça que j'aide les créateurs à se développer sur la plateforme. Je leur donne des conseils, je leur donne des ressources. Je t'ai mis un lien en description. C'est complètement gratuit. C'est un call avec mon assistant. Ça fait 5 ans qu'il bosse avec moi. C'est un type qui a beaucoup d'expérience, qui a bossé avec plein de créateurs. Vraiment. Alors attention, l'appelle pas juste pour discuter. Si tu veux te lancer en tant que créateur et que tu es déterminé, tu vois, que tu as des ressources, que tu es prêt à mettre du temps, de l'énergie, un peu d'argent. Au début, il faut t'acheter une caméra à 3 conneries, tu vois, ou avoir un peu de sous de côté, le temps de 3 mois focus sur l'activité et te donner une vraie chance. Voilà. Si tu es un créateur débutant et déterminé, tu l'appelles. Si tu es un créateur qui fait déjà de l'argent mais qui a l'impression de stagner, tu as un palier, tu vois, moi je l'ai vécu le palier, et que tu veux scaler, c'est-à-dire te développer, exploser, bon, c'est pareil, t'appelles, on a des conseils, on a des ressources. Je vais bientôt faire des lives d'ailleurs avec les mecs que j'accompagne, tu vas voir les résultats, la vitesse à laquelle ça va. Quand c'est toi-même qui fais le business, tu captes pas tout, tu vois. Il y a des trucs qui sont sous tes yeux, mais t'es aveugle. Tu vois pas que en vrai, tu fais des conneries, on fait tous des conneries. Même moi, j'en fais, tu vois. Il faut que je demande à des collègues et ils me font des retours et j'étais là, je voyais pas. Ouais, parce que ça me concernait. C'est pour ça qu'il faut discuter avec d'autres gens qui font à peu près la même activité juste pour demander un peu d'aide. Donc, à tous les créateurs là qui me regardent, demandez à vos collègues créateurs ce qu'ils pensent de ce que vous faites. Ils auront peut-être des choses à en dire et passez un coup de fil. On aura des choses à vous en dire. Je te fais une bise. Salut.